J'ai vécu un drôle d'événement ici. Nous avons reçu ici un monsieur venant du Rwanda. Avec 2 enfants, ils fuyaient leur génocide. Et ils sont restés avec nous 1 an. Le jour où on prépare la rentrée scolaire, lui et moi, ce monsieur-là, parce qu'il m'avait dit qu'il était un ancien avocat de son pays, on a fait un programme le soir parce qu'il travaillait avec moi dans le bureau. Nous sommes partis chercher à la banque 3 millions pour couvrir les scolarités des enfants. On a fermé la maison. C'est moi qui avais les clés pourtant. Nous nous sommes séparés en disant demain matin, nous nous rencontrons, nous commençons dans les inscriptions des enfants. Il m'appelle le matin de bonne heure assise pour me dire que il y a eu un cambrioleur qui est venu, qui a ramassé tout, y compris la caisse qui était dans mon bureau. Comment ça s'est passé? Je cours vite au commissariat. Le commissaire vient, c'est lui qui me dit, maman, ce n'est pas un vrai voleur ici. Parce que ce voleur savait ce qu'il cherchait. Mais il a fait ça pour maquiller son action. Bon, moi je vous dis que, mais venez avec moi pour faire votre déposition au niveau du commissariat. Et nous allons faire une enquête. Nous allons là-bas. Quand on arrive là-bas, brutalement, mon ami me dit que non, il a oublié ses pièces au bureau. Il faut qu'il aille les chercher. Le commissaire me demande si vraiment on doit l'accompagner. Je dis non. Depuis 1 an que je vis avec ce garçon, je n'ai jamais eu... Vous avez vu aucune attitude de bizarre venant de lui? Non. À l'époque, on n'avait pas encore nos bureaux ici. C'était en construction. J'avais les bureaux à la cathédrale. Vous voyez la cathédrale et le bureau central, le commissariat central, c'est pas loin. Depuis que vous êtes ici, notre ami n'est jamais venu. Le commissaire commence à me dire, maman, je pense que vous avez laissé échapper votre voleur. Moi, j'ai l'impression que c'est lui. Et le temps commence à devenir long. Me dit, rassure-toi si ce n'est pas lui. Je dis, il ne peut pas fuir puisque nous avons ces 2 enfants à l'orphelinat. J'appelle ici. On me dit, oui, Cyril était là, mais il est venu nous dire qu'il y a son frère qui vient du Rwanda qui a besoin de voir les enfants. Il a pris les enfants à son part. Il n'a pris rien d'autre. Non, il n'a pris que les enfants et rien d'autre. Ils sont partis. Je vous dis, maman, ma petite, cette histoire m'a rendu dingue. Ça m'a touché au plus profond de moi-même, jusqu'à ébranler même ma foi. J'ai dit, Dieu n'existe pas. Comment vous avez fait pour surmonter cette épreuve-là? Mais écoutez dans la suite. Mais c'est que, après ça, j'étais démoralisée. J'ai même dit que j'arrête l'action de main dans la main. Quand je reçois un coup de fil d'une étrangère qui m'appelle, c'est un coup de fil qui vient de Suisse. C'est une dame suisse qui travaillait à la radio-télévision suisse. Ils disent avoir reçu là-bas un enfant camerounais qui souffrait de leucémie. Et dont les parents, à un moment donné, étaient à court de moyens. Ils ont organisé pour les aider une collecte de fonds. Une collecte de fonds. Malheureusement, l'enfant est mort. Donc, l'argent reste. Ils ont destiné ça à un centre camerounais qui s'occupe des enfants en situation difficile. Et on leur a donné mon nom. Mais ils sont là, ils veulent bien me donner cet argent. Mais comme ils connaissent qu'en Afrique, là, l'argent qu'on donne n'arrive pas. N'arrive jamais où il doit arriver. Ils sont un peu... J'ai dit, madame, je n'ai rien. Vous êtes à 6000 km, je suis ici. Je ne vois pas de garantie d'autre que je peux vous donner que ma parole. D'accord. Ils m'ont envoyé. Je vous dis qu'on a volé 3 millions. Je leur demande, mais vous pouvez me dire au moins combien vous voulez nous envoyer? Ils disent, oui, mais c'est rien, mais ça va vous aider quand même pour un certain temps. 6 millions.
Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Bienvenue une fois de plus sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Alors ce jour, nous vous amenons dans une aventure plus que particulière. Comme vous pouvez le constater, tout derrière moi, il y a une plaque sur laquelle est intitulée Orphelinat main dans la main. Femme d'impact, voyez-vous, ce jour vous amène en aventure. Nous allons à la rencontre ce jour d'une dame, d'une maman, puisque c'est comme ça que beaucoup à travers le monde l'appellent, qui a passé plus de 35 ans de sa vie à donner tout ce qu'elle avait en elle, tout ce qu'elle avait de bon aux uns et aux autres. Nous allons à la rencontre ce jour de Madame Nomo Messina Marie, la promotrice, la fondatrice, la créatrice de l'orphelinat main dans la main. Allez, sans plus attendre, je vous invite à me suivre. Nous allons rencontrer notre invité plus que spécial de cette journée. Allez, vous êtes prêts? Allez, sans plus tarder, on va retrouver Maman Nomo, comme on l'appelle affectueusement. Allez, suivez-nous. On va dire bonjour à Maman Nomo. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez me permettre de vous embrasser, okay. Parce que vraiment, je ne peux pas venir comme ça et ne pas vous embrasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bienvenue sur Women TV Talk Show. Bon, même si nous ne sommes pas chez Women TV Talk Show, on va dire que Women TV Talk Show est chez main dans la main. Ok. Alors, même ça, même là, ici est aussi chez elle. Merci pour l'invitation. Elle est chez elle aussi parce que bon, votre nom, comme cela l'indique, étant donné que c'est moi qui suis ici, femme, donc vous êtes chez vous. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, merci déjà de nous recevoir, malgré votre état de santé qui n'est pas très bon ces derniers temps. Vous avez quand même tenu à nous dire quelques lignes ce jour. Nous vous en remercions pour cela. Madame Nomo Marie Messina, voilà qui elle est. Elle est la fondatrice, l'âme, et j'ai envie de dire le cœur même en même temps de l'orphelinat main dans la main. Alors, maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en grosso modo, en quelques petites lignes, en ce qui concerne de l'orphelinat main dans la main? Oui, l'orphelinat est réellement l'initiative de ma petite personne, parce que moi-même, je suis un prototype de cette catégorie sociale dont je m'occupe aujourd'hui. J'ai eu une enfance extrêmement difficile, pleine de difficultés. N'eût été l'action des bienfaiteurs, je ne serais jamais devenue ce que je suis. D'accord. Fini mes études, comme toujours, ces gens-là m'ont donné la joie d'aller faire mes études en Europe. Quand je reviens, j'ai été confrontée à des situations extrêmes d'enfants en difficulté. D'accord. Parce que je travaillais à l'époque à l'hôpital La Quintine. D'accord. Et vraiment, c'était à l'époque un hôpital où le pauvre n'avait pas de place. Parce qu'il était livré à lui-même. D'accord. J'ai essayé les premiers jours à vouloir aider moi-même par mes petits moyens. Et j'ai trouvé que c'était une goutte d'eau dans un océan. Carrément. Alors oui, alors il y avait tellement de sollicitations. J'en ai parlé à un groupe d'amis et de personnes de bonne volonté. On a constitué un petit noyau pour essayer d'aider les enfants. D'accord. Ils étaient si nombreux. Et puis les aider à distance ne donnait pas le résultat qu'on recherchait. Parce que l'action a été diluée dans la population. Vous voyez, même les familles n'étaient pas capables de nous aider parce que l'apport qu'on apportait même à ces enfants, ils le détournaient pour donner soit à leurs propres enfants, soit à d'autres enfants. L'intéressé lui-même n'était pas très concerné. C'est pour cela que nous avons eu l'idée de créer un lieu précis où nous-mêmes nous étions capables de suivre l'action qu'on menait et d'évaluer les résultats. D'accord. Ce n'était pas facile. Je vous dis d'abord pour trouver un site. On était des nomades, on a parcouru presque les quartiers de Douala. Un jour, on loue ici, on trouve une maison même qui n'est pas vraiment ça. On aménage, dès qu'on a aménagé, le propriétaire commence
a augmenté les loyers et tout. On va déménager pour aller ailleurs. On a fait ce circuit-là. À la fin, on s'est dit, il nous faut un site approprié. D'accord. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici, avec aussi l'intervention des uns et des autres. D'accord. Alors, on retient que le but principal de la création de l'orphelinat Main dans la main, c'est celui d'aider les enfants. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quoi d'autres buts? Non, il n'y a pas d'autres buts. Alors, c'est l'ultime alors? C'est l'ultime parce que j'avais d'autres activités parce que je ne m'étais pas arrêtée rien qu'à l'orphelinat. À l'époque, je m'occupais des enfants emprisonnés à la prison de Newbel, des mamans, des personnes abandonnées qui étaient déjà au 3e âge. Mais vous savez, on dit que comment on dit encore, qui embrasse trop mal les trains. Ça nous est arrivé très vite. On a compris qu'on ne pouvait pas mener toutes ces activités. D'accord. Alors, vous êtes à plus de 35 ans déjà de service, à plus de 35 ans, voilà, pratiquement plus de 35 ans que vous donnez de l'amour aux enfants à travers le monde entier, aux enfants qui aujourd'hui se retrouvent un peu de partout à travers le monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez, d'un coup de tête comme ça, me donner un chiffre estimatif du nombre d'enfants que vous avez déjà eu à embrasser? Minimum 500. Ah, carrément! Ah oui, minimum 500. 500? Oui. C'est pas petit, hein? C'est pas petit du tout. Bravo, hein? Félicitations encore une fois. Parce que ceux vraiment qui sont installés, on peut les compter une centaine, tels que comment on appelle mon fils, Victor. Victor, oui. Mais il y a d'autres qui sont mariés avec enfants. Les François. Je crois que vous avez fait du très bon travail. Les autres qui sont au Canada, d'autres qui sont en France. Bon, en tout cas, ils sont déjà un peu partout. Et ils sont installés, ce n'est plus des petits. Et je suis fière de savoir que ils ont la plupart sont munis des diplômes universitaires. Lui, on a des génies et on appelle ça? Des ingénieurs? Des ingénieurs du génie civil. D'accord. On a ceux qui ont fait, beaucoup ont fait informatique. On a ceux qui ont fait logistique et transport. Et il y en a qui ont fait les ressources humaines. Il y en a qui ont fait dans la, comment on appelle ça? L'enseignement. Et ceux qui ont fait dans l'infirmerie. Ceux qui ont suivi votre parcours, en fait. À peu près, oui. Votre passion première. OK. En tout cas, ils sont un peu partout, les enfants. D'accord. Alors, on arrive là ce jour dans ce calme paisible. J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que c'est toujours comme ça? À quoi ça ressemble une journée typique à l'orphelinat Main dans la main? C'est comme une journée à la maison. Ce que je vous dirais, ici d'abord, j'ai changé tellement de nom. Je ne veux pas, nous n'employons pas beaucoup le nom orphelinat. Parce que ça fait triste. Ouais, c'est vrai. Oui, on a plutôt baptisé ça sous le nom du centre d'accueil. Et là, parce que les enfants ne sont plus stigmatisés comme les orphelins. Bon. Alors, la journée, et puis en plus, nous n'avons pas choisi de créer une école ici, à part un centre de formation. Alors, vous avez une école dans les locaux? Non, nous avons dans les locaux un centre de formation qui est destiné aux jeunes filles en détresse. Nous n'avons pas d'école ici. Et ça a été voulu comme ça parce que vous voyez des enfants que nous avons en majorité orphelins qui n'ont plus de famille. On les englober comme ça, les recevoir dans un local où ils restent là de 1er janvier au 31 décembre, c'est pas bon. Nous avons créé une famille, c'est-à-dire l'enfant va dans les écoles environnantes. Il revient ici, comme ça il se sent enfant à la maison. À la maison. Tout à fait.
Et quand il rencontre les enfants, les autres enfants, il est plus épanoui que s'il restait ici, là, avec les autres comme des petits prisonniers du 1er janvier au 30. Ça, vraiment, et ça leur donne une chaleur familiale. Ah oui. Mais nous avons un centre, comme je parlais, de jeunes filles en détresse. Ce sont des jeunes filles qui ont beaucoup souffert dans la vie, l'âge d'adolescence, d'autres qui viennent des familles d'extrême pauvreté, qui n'avaient plus les moyens d'aller à l'école, d'autres qui ont subi des retards scolaires parce que leur famille était instable, d'autres qui ont été abusés parce qu'ils sont devenus mères précocement, d'autres qui ont eu d'autres situations sociales et se retrouvent paumés. Donc, nous accueillons ces enfants-là, ces jeunes filles, à qui nous donnons une formation en couture et en décoration. Et en plus, on leur donne la formation humaine, on leur donne la formation en comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment, le mot m'échappe, c'est-à-dire nous avons un centre de multimédia. On les... Marketing digital. On les habitue à l'utilisation de l'outil informatique. Exact. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, même quand on deviendra un paysan du village là-bas, le meilleur paysan sera encore celui qui sait utiliser l'outil informatique. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Pour se rendre compte d'évolution des engrais, des derniers cris, comment cultiver telle ou telle semence meilleure que celui qui n'a pas eu de formation. C'est la même chose avec la couture. Elles pourront être capables de mieux chercher dans les réseaux et même utiliser l'informatique pour se perfectionner en couture. On leur donne cette formation. D'accord. Alors, comment ça se passe l'insertion des jeunes au sein du centre d'accueil main dans la main? Déjà, d'où est-ce qu'ils viennent ces enfants généralement? Ces enfants viennent de différents coins. La plus grande partie, c'est les services sociaux. Mais il y a aussi la société civile. La société civile, c'est-à-dire quelqu'un a été témoin d'une détresse et s'est senti interpellé, nous amène l'enfant. Ça peut être aussi les hôpitaux, les missionnaires, ils viennent de partout. D'accord. Alors, y compris celles qui font les formations en couture? Oui, en couture aussi, parce que comme nous faisons si il faut appeler ça de la publicité, pendant les rentrées, on essaie d'aller d'école en école ou à travers les églises, faire des annonces qu'on ce genre d'enfants peut trouver des places ici. C'est comme ça qu'ils viennent alors. D'accord. Alors, avant de continuer, mesdames et messieurs, je vais de ce pas vous rappeler la méga conférence que prépare la maison Women TV Talk Show. Oui, je reviens encore et encore avec cela. Vous allez, je vous prie, conserver deux dates. Celle du 1er mars à Douala, en prélude à la Journée internationale de la femme, et celle du 22 février à Bafoussam. Les tickets sont déjà disponibles pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez surtout pas à nous contacter via nos différents réseaux sociaux. Alors, nous allons continuer notre échange, si vous voulez bien, Maman Nomo. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour gérer l'état physique et l'état psychologique et émotionnel des enfants. En tout cas, on a ici, moi-même qui suis du corps médical, on a un prêtre, on a une assistante sociale. D'accord. On a aussi des mamans qui encadrent parce que comme ils sont de tous les âges. Ah, vous avez des tout petits aussi? Oui, des tout petits. D'accord. Donc, qui dorment ici. Parce que c'est le système hospitalier. Vous faites vos nuits, vous allez vous reposer et vous revenez. Parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls. Donc, toutes ces personnes-là s'occupent d'une partie de l'enfant. D'accord. Les mamans qui dorment là jouent vraiment le rôle de maman auprès de ses enfants. D'accord. Comme une maman à la maison. Quand il y a un problème au niveau, ça commence au niveau du développement
quand l'enfant commence à devenir un peu autonome, prépubère et au moment de la puberté, on essaye de gérer ça entre nous. Soit l'assistante sociale prend l'enfant, soit c'est moi qui prends l'enfant, ou alors on fait intervenir l'abbé aussi, qui nous aide un peu à discuter avec l'enfant. Oui. Alors, vous faites des séances de thérapie gratuites carrément. Alors que d'autres, ils payent pour ça. Hein. Vous en faites gratuitement. Alors, gratuitement parce que ces enfants sont devenus les nôtres. Ce sont les alors, quand l'enfant reçoit de sa maman ou de son père un service, c'est gratuit. Ouais, carrément. Ouais. Alors, parlons du financement. Nous allons attaquer le côté du financement du centre. Comment ça se passe à ce niveau-là? Là, alors, c'est le plus gros problème de la maison. D'accord. Parce que nous ne sommes ni sponsorisés, ni subventionnés. Ah bon? Oui. L'État ne nous donne pas rond. Alors, moi, j'aurais dit le contraire. Hein. En tout cas, ils obligent les structures à en avoir dans leur enceinte. Mais en dehors de ça, on ne nous donne rien d'autre. Donc, vous vous battez par vos petits moyens et par les donations qui viennent d'un peu de partout, quoi. Exact. C'est-à-dire, la plus grande ressource, c'est des dons sporadiques. Je dis bien sporadiques. C'est-à-dire, nous avons des gens généreux qui passent pour donner leur apport, mais c'est sporadique. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont tenus par aucune obligation, ni du temps, ni du montant. Hein? C'est-à-dire, le type, il passe aujourd'hui, il laisse la somme qu'il a. Il ne vous dit pas quand il revient. Ça peut être moins que la première fois, ça peut être plus que la deuxième fois. Mais quand il va repasser, on ne sait pas. Et c'est ça qui est difficile dans la gestion. Parce que nous partons avec des besoins bien précis que nous connaissons au départ. Il y a les salaires des employés. Il y a l'entretien des locaux, la nutrition, les soins médicaux et tout. Les frais scolaires aussi. Ça, nous les connaissons. Mais les entrées, on n'est jamais sûr que le mois qui vient, les apports qu'on a eus vont boucler le mois. Jamais sûr. C'est ici que ma fille, je dois vous dire que ça a boosté ma foi. Finalement, je sais ce que ça veut dire providence. Parce qu'il y a des choses des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Tu te demandes, mais comment ça va finir cette histoire-là? Mais finalement, comme par un coup de bâton magique, tu te rends compte que ça a été solutionné. Par qui? Comment? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça, on dit que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Hein? Ce sont des tout petits quand même, il ne peut pas les abandonner. J'ai vécu un drôle d'événement ici. Nous avons reçu ici un monsieur venant du Rwanda. Avec 2 enfants, ils fuyaient leur génocide. Et ils sont restés avec nous 1 an. Le jour où on prépare la rentrée scolaire, lui et moi, ce monsieur-là, parce qu'il m'avait dit qu'il était un ancien avocat de son pays. On a fait un programme le soir parce qu'il travaillait avec moi dans le bureau. Nous sommes partis chercher à la banque 3 millions pour couvrir les scolarités des enfants. On a fermé la maison. C'est moi qui avais les clés pourtant. Nous nous sommes séparés en disant demain matin, nous nous rencontrons, nous commençons dans les inscriptions des enfants. Il m'appelle le matin de bonne heure assise pour me dire que il y a eu un cambrioleur qui est venu, qui a ramassé tout, y compris la caisse qui était dans mon bureau. Comment ça s'est passé? Je cours vite au commissariat. Le commissaire vient, c'est lui qui me dit, maman, ce n'est pas un vrai voleur ici. Parce que ce voleur savait ce qu'il cherchait. Mais il a fait ça pour maquiller son action. Bon, moi, je vous dis que, mais venez avec moi
pour faire votre déposition au niveau du commissariat et nous allons faire une enquête. Nous allons là-bas. Quand on arrive là-bas, brutalement, mon ami me dit que non, il a oublié ses pièces au bureau. Il faut qu'il aille les chercher. Le commissaire me demande si vraiment on doit l'accompagner. Je dis non. Depuis 1 an que je vis avec ce garçon, je n'ai jamais eu aucune attitude de bizarre venant de lui. Non. À l'époque, on n'avait pas encore nos bureaux ici. C'était en construction. J'avais les bureaux à la cathédrale. Vous voyez la cathédrale et le bureau central, le commissariat central, c'est pas loin. Depuis que vous êtes ici, notre ami n'est jamais venu. Le commissaire commence à me dire, maman, je pense que vous avez laissé échapper votre voleur. Moi, j'ai l'impression que c'est lui. Et le temps commence à devenir long. Me dit, rassure-toi si ce n'est pas lui. Je dis, il ne peut pas fuir puisque nous avons ces 2 enfants à l'orphelinat. J'appelle ici. On me dit, oui, Cyril était là, mais il est venu nous dire qu'il y a son frère qui vient du Rwanda qui a besoin de voir les enfants. Il a pris les enfants à son part. Il n'a pris rien d'autre. Non, il n'a pris que les enfants et rien d'autre. Ils sont partis. Je vous dis, maman, ma petite, cette histoire m'a rendu dingue. Ça m'a touché au plus profond de moi-même, jusqu'à ébranler même ma foi. J'ai dit, Dieu n'existe pas. Comment vous avez fait pour surmonter cette épreuve-là? Mais écoutez dans la suite. Mais c'est que, après ça, j'étais démoralisée. J'ai même dit que j'arrête l'action de main dans la main. Quand je reçois un coup de fil d'une étrangère qui m'appelle, c'est un coup de fil qui vient de Suisse. C'est une dame suisse qui travaillait à la radio-télévision suisse. Ils disent avoir reçu là-bas un enfant camerounais qui souffrait de leucémie. Et dont les parents, à un moment donné, étaient à court de moyens. Ils ont organisé pour les aider une collecte de fonds. Une collecte de fonds. Malheureusement, l'enfant est mort. Donc, l'argent reste. Ils ont destiné ça à un centre camerounais qui s'occupe des enfants en situation difficile. Et on leur a donné mon nom. Mais ils sont là, ils veulent bien me donner cet argent. Mais comme ils connaissent qu'en Afrique, là, l'argent qu'on donne n'arrive pas. N'arrive jamais où il doit arriver. Ils sont un peu... J'ai dit, madame, je n'ai rien. Vous êtes à 6000 km, je suis ici. Je ne vois pas de garantie d'autre que je peux vous donner que ma parole. D'accord. Ils m'ont envoyé. Je vous dis qu'on a volé 3 millions. Je leur demande, mais vous croyez, vous pouvez me dire au moins combien vous voulez nous envoyer? Ils disent, oui, mais c'est rien, mais ça va vous aider quand même pour un certain temps. 6 millions. Le double. J'ai dit que ça m'a encore ébranlé. Je me dis, on dirait qu'il y a une main invisible qui était là. J'ai couru ici, je suis allé voir le feu cardinal Toumi pour lui dire, Monseigneur, mon éminence, Dieu existe. Il me dit, Dieu existe, tu l'as rencontré où? Je lui raconte cette histoire. D'abord, il me dit, où tu l'as rencontré où? Dis-moi vite, parce que moi aussi, je vais le rencontrer. Alors, je lui raconte ma petite histoire. Il dit, ah oui, c'est comme ça que vous les chrétiens, vous êtes. Quand on vous dit que Dieu est là, il faut seulement lui faire confiance. Il faut y croire. Vraiment, cette histoire-là m'a renforcé sur ce qu'on appelle la providence. Voyez un peu, je ne voyais pas comment je pouvais encore m'en sortir. On a pris tout ce qu'il fallait pour faire les rentrées avec le nombre d'enfants qu'on avait. Mais là, pour recommencer à chercher des fonds, là, à la rentrée, c'était quelque chose d'impossible. C'est pour vous dire donc, et ça continue. Parce que des exemples de cet ordre, j'en ai presque tout le temps, et j'ai fini par comprendre que Dieu existe. Dieu existe, effectivement. Alors, étant donné que nous sommes dans le mois de l'enfance, le mois de la nativité, le mois de l'amour, je ne saurais pas sortir de cette émission sans vous poser la question suivante.
Moi, est-ce que le centre d'accueil Main dans la Main prépare la fête des tout-petits? Oui, nous avons le 21 décembre qui vient là. Alors, c'est la date que nous allons retenir, la date de l'arbre de Noël. Alors. Oui, c'est la date de Noël où nous faisons vraiment une petite fête pour tout le monde ici. Et moi, j'espère que l'équipe de Women TV Talk Show est invitée. Hein? D'office. Voilà. Nous, tout le monde est bien accueilli ce jour-là pour venir donner la chaleur aux enfants. Vous savez, les enfants ont plus besoin de cette chaleur humaine. Oui. Regardez, quand vous avez même votre petit, vous l'amenez à la fête, il fait là-bas, il le regarde pour voir si sa mère le suit du regard. Et ça le soutient quand il sait qu'il est regardé par quelqu'un qui l'aime. Hein? Donc, ces enfants ont besoin de savoir aussi qu'ils sont regardés, qu'ils sont aimés. On peut faire la fête entre nous, c'est vrai, mais ça n'a pas autant de chaleur que quand d'autres personnes arrivent. D'accord. Alors, les enfants, je suppose, sont les principaux acteurs de cette fête-là. Ah oui. Il y a plusieurs activités, comme d'habitude. Oui, eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités qui sont préparées? D'abord, on va faire une messe pour remercier Dieu qui a permis que nous soyons. Après ça, donc, il y aura des danses que eux-mêmes. Parce que j'ai un des anciens ici qui a vécu ici, qui aimait danser. Il a injecté. Il a développé cette action-là et il vient toujours les entraîner à faire quelques danses et tout. Ils auront donc ces danses-là. Après, il y aura un partage des cadeaux que nous avons prévus pour eux. Chacun recevra un cadeau et après ça, on va partager quelque chose que nous avons fait à cette occasion-là. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, nous sommes plus que tristes de vous dire au revoir. Je vous dis 1000 fois merci, Maman Nomo, d'avoir bien voulu nous accueillir au sein du centre d'accueil Main dans la Main. Oui. Beaucoup de courage et merci. Merci pour tout l'amour que vous donnez aux enfants à travers le monde. Merci pour tout l'amour que vous donnez à tous ceux qui vous entourent. Merci d'être là, merci d'être vous, merci d'exister. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve ultérieurement pour une production. À bientôt.